Quand ma mère est morte, un samedi de janvier 1969, la porte de sa chambre était fermée. J'ai trouvé, dans le tiroir à sous-vêtements de mon père, une lettre d'amour pour sa maîtresse, écrite 3 jours plus tôt. « Bientôt, nous serons ensemble pour toujours, mon amour. » L'encre était encore fraîche, le parfum français imprégnait le papier. Je m'appelle Thérèse Christine, mais tout le monde m'appelle Thérèse. J'ai 71 ans aujourd'hui, née et élevée à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, où la chaleur de juillet fait fondre même les mauvaises pensées. Ce matin-là, j'ai découvert que les monstres n'existent pas seulement dans les films d'horreur. Parfois, ils portent du parfum français, des talons hauts et appellent votre père, mon chéri. C'était en 1969, j'avais 19 ans. Je portais de longs cheveux que ma mère adorait brosser, des robes en coton qu'elle cousait elle-même, et nourrissait les rêves naïfs d'une jeune fille de province. Nous vivions dans une maison simple mais heureuse du Vieux Lyon, l'une des parties les plus anciennes de la ville. Un jardin rempli d'arbres fruitiers, pommes, poires, cerises. Mon père, Joseph Christian, travaillait à la brasserie Cronenbourg sur la chaîne de production. Il partait tôt, rentrait tard, mais nous ne manquions jamais de rien. Ma mère, Marie, en plus de s'occuper de la maison, préparait des repas à emporter pour vendre. Elle se levait à 4 heures du matin pour tout préparer. Les livreurs passaient à 6 heures. La nourriture était simple mais soignée, blanquettes de veau, ratatouille, quiche Lorraine, 20 repas par jour, parfois 30 lors de commandes spéciales. J'aidais comme je pouvais, éplucher les légumes le matin, laver les ingrédients, préparer les assaisonnements, puis, l'après-midi, nettoyer les boîtes en aluminium et préparer le tout pour le lendemain. Ma mère fredonnait des chansons pendant qu'elle cuisinait, Édith Piaf, Yves Montand, des airs qu'elle avait appris de ma grand-mère. La cuisine sentait toujours l'ail, le thym, l'estragon, l'odeur d'une maison familiale remplie d'amour. Tout a changé ce matin de janvier. Le froid humide traversait la ville et transformait les rues en patinoire. Normalement, je me réveillais au bruit de ma mère dans la cuisine, casserole qui s'entrechoque, ou qui coule, radio allumée doucement sur le programme matinal. Mais ce jour-là, silence. Il était 7 heures et pas un mouvement. Je me suis levée doucement, le vieux radiateur crépitant encore dans ma chambre, et suis allée dans la cuisine vide, fourneau éteint, table sans petit déjeuner, mère absente. Je suis allée jusqu'à leur chambre. La porte était fermée, étrange, car ma mère la laissait toujours entr'ouverte pour faire circuler l'air chaud. J'ai frappé légèrement. « Maman, tu es réveillée ?» Silence. J'ai ouvert la porte doucement. La chambre était sombre, les rideaux tirés. Ma mère était couchée sur le côté, tournée vers le mur. La couverture ne montait ni ne descendait. « Maman ?» Je me suis approchée. J'ai touché son épaule froide, dure. Je l'ai retournée doucement et j'ai été confrontée à l'horreur. Ses yeux ouverts, vitreux, fixant le vide. Sa bouche entr'ouverte, comme si elle avait essayé de crier. Sa peau avait déjà cette teinte étrange, bleuâtre. Le cri qui est sorti de moi a réveillé toute la rue. Un cri venu du fond de mes entrailles, de mon âme. Mon père est arrivé en courant de la cuisine, déjà levé, buvant son café. Sur le moment, j'ai cru à sa panique, à son désespoir. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était du théâtre. Marie. Mon Dieu. Marie. Que s'est-il passé? Il s'est jeté sur elle, l'a secouée, l'a appelée, a versé des larmes de crocodile. Je ne pouvais que crier, pleurer, me désespérer. Les voisins ont commencé à arriver, Madame Dubois d'Aix en grave côté, Martin d'en face, Madame Lefebvre 2 maisons plus bas. Tout le monde entrait sans frapper, comme c'est la coutume dans les quartiers populaires lorsqu'un malheur survient. L'ambulance est arrivée avec son lot d'eau sucrée, pour la petite Thérèse, si jeune. Mais c'était inutile. Ma mère était déjà froide depuis des heures. Le docteur Laurent, médecin généraliste du quartier, a confirmé l'évidence, décès pendant la nuit, probablement une crise cardiaque. Naturel, a-t-il répété. Naturel. Ma mère n'avait que 40 ans. Elle n'avait jamais eu de problème cardiaque, ne s'était jamais plainte de rien. La veille, elle chantait, faisait des projets pour le dimanche. Elle allait préparer un coq au vin, ingrédient déjà acheté. Les funérailles ont eu lieu le jour même. L'hiver à Lyon n'attend pas. Le froid accélère tout. Pas le temps d'attendre. Cercueil simple, fleurs fanées, bougies fondant dans la chapelle froide. L'odeur douceâtre de la mort se mêlait à celle de la cire et des fleurs fanées. La maison s'est remplie de monde, voisins, parents éloignés dont je ne me souvenais même plus, amis de sa paroisse,
clients des repas qu'elle préparait. Tous pleuraient, s'enlaçaient, murmuraient les mêmes phrases. Si jeune, si bonne santé. Pauvre Thérèse, maintenant sans mère. Si Dieu savait, pourquoi a-t-il laissé cela arriver? Pourquoi a-t-il pris ma mère et laissé le monstre? Mon père jouait le rôle du veuf parfait, remerciant pour la présence, reniflant dans son mouchoir, trop de sollicitude, trop d'affection. Thérèse, ma fille, va te reposer. Mange quelque chose. Veux-tu de l'eau? Du café? J'aurais dû me méfier. Il n'avait jamais été démonstratif. L'amour qu'il me portait était distant, pratique, froid. C'est au milieu de cette confusion, de ces pleurs et de ce chaos, que je l'ai vue pour la première fois. Une femme différente. Grande, mince mais élégante, pas maigre. Une minceur noble. Robe noire de tissu de qualité, talons hauts, sac en cuir, lunettes noires, même à l'intérieur. Cheveux blancs platine, lisses, coupés à la hauteur du menton. Rouge à lèvres discret, parfum français qui imprègne l'air, marque sa présence. Elle n'était pas du quartier, c'était évident. Le Vieux Lyon était un quartier d'ouvriers, de retraités, de gens simples. Cette femme criait richesse, sophistication, un autre monde. Qui est-ce? Ai-je demandé à Madame Dubois. Je ne sais pas, ma fille, je ne l'ai jamais vue. Elle doit être du travail de ton père. Mais ce n'était pas une femme qui travaillait à Cronenbourg. Même si c'était le cas, elle ne se serait pas habillée ainsi pour un enterrement d'ouvriers. Je l'ai vue s'approcher du cercueil, regarder ma mère quelques secondes, le visage impassible. Pas de pleurs, pas de prières, pas de signe de croix. Juste un regard calculateur, comme pour vérifier quelque chose. Puis elle s'est tournée vers mon père. Et là, j'ai vu le changement, sa posture s'est redressée, son regard est devenu alerte, nerveux, anxieux. Maintenant, je sais, culpabilité et désir. Elle a tendu sa main gantée. Il l'a serrée. Trop intime. Trop longtemps. Ils se sont fixés du regard. Mes condoléances, monsieur Christian, a-t-elle dit, voix modulée, précise, apprise. Merci d'être venu, Claire, a répondu mon père. Claire? Nom de roman, ai-je pensé? Non, pas une simple femme. Une femme calculatrice. Elle s'est tournée vers moi, a retiré lentement ses lunettes. Ses yeux verts, froids comme de l'eau, m'ont hypnotisé. Calculateur, m'évaluant de la tête aux pieds. Tu dois être Thérèse. Ta mère parlait beaucoup de toi. Mensonge. Ma mère n'avait jamais mentionné Claire. Jamais. Je connaissais tous ses amis, toutes ses connaissances. Une femme de province n'a pas d'amis secrets. Vous connaissiez ma mère? Nous étions des connaissances. Nous nous voyions de temps en temps. Encore un mensonge. Ma mère ne sortait jamais sans moi. Elle restait en cuisine les jours de semaine, allait à la messe le dimanche. Quand aurait-elle pu la voir? C'est étrange. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Son sourire a vacillé une seconde. Mon père est intervenu. Madame Claire est du club. Du club? Quel club? Cronenbourg avait un club de loisirs, réservé aux hommes. Ma mère n'y avait jamais mis les pieds. Conversation close. Claire a remis ses lunettes, salué d'un signe de tête et est sortie, marchant sur ses talons comme sur un podium. Mon père l'a suivi du regard jusqu'à sa disparition. Le reste des funérailles s'est déroulé comme un brouillard, prières, pleurs, café noir, petit gâteau sec. Le cercueil a été porté par des voisins et des parents. Mon père devant, faisant semblant de fléchir sous le poids. Moi derrière, soutenu par Madame Lefebvre et Madame Dubois. Le cortège a suivi à pied jusqu'au cimetière de Loyat, 5 pâtés de maisons plus loin. Soleil hivernal faible, rue gelée, tout le monde grelottant. Le père Antoine a conduit une cérémonie rapide, parlant de vie éternelle, du dessein de Dieu, d'acceptation. Absurdement, comment accepter l'inacceptable? Comment se résigner à la mort subite de la personne la plus importante de ma vie? Au cimetière, la tombe ouverte m'attendait. Terre gelée, froide, implacable. Le cercueil descendait lentement, retenu par les cordes. J'ai jeté la première pelletée de terre, comme le veut la coutume. Le bruit sourd frappant le bois résonnait dans ma poitrine. Chaque mot de terre semblait emporter un morceau de moi avec elle. De retour à la maison, le choc m'a frappé. Claire était là, assise dans notre salon, sirotant du café dans le service en porcelaine que ma mère réservait aux grandes occasions. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» ai-je demandé à mon père. « Thérèse, assieds-toi, nous devons parler », a-t-il dit, avec ce ton que les adultes utilisent pour annoncer de mauvaises nouvelles. Je refusai. Je ne voulais pas m'asseoir.
Je voulais comprendre ce qu'elle faisait dans notre maison. Ne parle pas comme ça, Thérèse. Madame Claire, tu peux m'appeler Claire, m'a-t-elle interrompu. Après tout, nous serons bientôt de la famille. Le sol a disparu sous mes pieds, l'air m'a manqué. Le monde a cessé de tourner. Ton père et moi allons nous marier. Mon cri a traversé toute la maison. Les voisins ont dû l'entendre. Quel scandale! Mais je m'en fichais. Thérèse, calme-toi. A tenté mon père. Comment puis-je me calmer? Ai-je crié. Maman est morte aujourd'hui. Et tu amènes déjà une autre femme à la maison? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Ai-je hurlé. Je vous ai vu. La façon dont vous vous regardiez. Le silence a confirmé la vérité. Leur regard coupable ne pouvait mentir. Depuis combien de temps? Ai-je demandé, voix basse, mortelle. Quelques mois, a avoué mon père. Quelques mois. Pendant que ma mère préparait les repas, lavait le linge, s'occupait de la maison, il la voyait elle. Pendant qu'elle fredonnait heureuse, il la trahissait. Vous êtes répugnant. Ai-je crié. Ne parle pas comme ça à ton père, a dit Claire. Et toi, ne me parle pas. Tu n'es pas ma mère. Tu ne le seras jamais. Et la première gifle est tombée. La main de mon père a traversé mon visage, me projetant sur le côté. Ça brûlait, ça faisait mal, mais plus que le visage, c'est mon âme qui souffrait. Excuse-toi auprès de Claire maintenant. Jamais. C'est vous qui devriez vous excuser auprès de moi, auprès de ma mère. Une seconde gifle, plus forte. Je tombai au sol, goûtant le sang dans ma bouche. Arrête, Joseph, a dit Claire, nerveuse. Tout était normal pour elle. Voler un mari, détruire une famille, normal. Vous l'avez tué, ai-je murmuré depuis le sol. Le silence est devenu lourd. Mon père a pâli. Claire a serré sa tasse. Que as-tu dit? Vous avez tué ma mère, de chagrin, de trahison. Vous l'avez tuée. Tu es folle. Ta mère a eu une crise cardiaque. Bien pratique, n'est-ce pas? L'épouse meurt, l'amant entre. Quelle coïncidence, Thérèse. Claire s'est levée, souriante, calme. Je comprends ta douleur. Perdre sa mère est difficile, mais nous accuser d'eux. Tais-toi. Tu ne comprends rien. Ai-je crié. Je me suis enfuie dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé, me jetant sur le lit. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que ma gorge brûle, jusqu'à ce que mon corps tout entier tremble. Ma mère était morte. Mon père était un traître. Ma vie entière détruite, en quelques heures. Dehors, je les entendais parler à voix basse, conspirer, décider de mon avenir sans jamais me consulter. Sa voix mielleuse, l'accord lâche de mon père. Tout me brûlait le cœur. C'est là, dans cette chambre, le goût du sang encore sur ma langue, le visage en feu après la gifle, que j'ai pris ma décision. Je découvrirai la vérité sur la mort de ma mère, quoi qu'il en coûte, peu importe le temps que cela prendrait. Car au fond de moi, je le savais, ce n'était pas une mort naturelle. C'était un meurtre. Les premiers jours après l'enterrement ont été un enfer déguisé en normalité. Claire a emménagé le jour même. Elle a apporté valise sur valise, boîte de chaussures, produits de beauté, envahissant chaque centimètre de la maison. Son parfum français flottait partout, chassant l'odeur de café et d'ail, signature de ma mère. Février 1969 a commencé avec elle prenant le contrôle de tout. Dès le matin, j'ai entendu le bruit des meubles déplacés. J'ai couru dans le salon et j'ai trouvé 2 hommes en train d'embarquer le vieux canapé que ma mère adorait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je crié. Ah, Thérèse, bonjour, a dit Claire, tout apprêtée à 7 heures du matin. Je fais quelques changements. Cette maison a besoin de modernisation. Elle pointa du doigt la porte où d'autres hommes apportaient un canapé en cuir blanc. Blanc, dans une maison simple avec jardin en terre. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je le fais. Ton père est d'accord. D'ailleurs, où est-il? Il est parti travailler. Ah oui, un homme travailleur, ton père. C'est pour cela qu'il mérite une belle maison. L'allusion était claire, ma mère ne lui donnait pas ce luxe. J'ai avalé ma colère et me suis retirée dans ma chambre, mais même là, il n'y avait aucune paix. Bientôt, elle frappa à la porte. Thérèse, je veux te parler de quelques règles. Quelles règles? Elle est entrée sans attendre, scrutant la pièce comme si elle possédait déjà chaque objet. Ma chambre, simple et modeste, avec son lit, son armoire ancienne, sa table d'études, mes livres et souvenirs, c'était mon espace. Premièrement, plus de portes fermées à clé dans cette maison.
Deuxièmement, tu aideras aux tâches ménagères. Troisièmement, pas de sortie sans prévenir. Quatrième règle, respect toujours. C'est ma maison aussi. Celle de ton père, et maintenant la mienne. Tu y habites par faveur. Par faveur, Thérèse. Par faveur, dans la maison où je suis née, où j'ai grandi, par faveur. Mars est arrivé avec ses premières provocations. Subtiles, presque imperceptibles, un plat brûlé, mes vêtements disparaissant de l'étendoir, mes produits d'hygiène, égarés. Papa, Claire me persécute. Ne dis pas de bêtises, Thérèse, me répondait-il. Toujours de son côté, toujours des excuses pour elle. En avril, c'était plus insidieux, collision, accidentelle, objet chaud laissé près de moi, talons aiguilles marchant sur mes pieds. Oh, je suis si maladroite, disait-elle. Du théâtre, oui, mais assez convaincant pour que mon père ne voie rien. Puis est venu l'isolement. Thérèse sort trop souvent, Joseph. Une jeune fille convenable reste à la maison. Mes amis ont cessé de venir. Le voisinage s'éloignait. Elle prétendait que j'étais perturbée. Humiliation publique. Thérèse est un peu lente, la pauvre. Elle n'a pas hérité de l'intelligence de son père. Et sa mère n'était pas très futée non plus. Critiquer ma mère, impossible à supporter. Réagir, c'était pire encore. Juillet est arrivé avec la vraie violence physique. Dimanche. Mon père partit jouer au domino au bistrot. Je lavais la vaisselle. Elle est apparue. Lave correctement. Ce n'est pas propre. Elle passe le doigt sur une assiette, fait semblant de voir de la saleté. Rien. Juste une grimace. Sale comme ta mère. Le sang a bouilli dans mes veines. Ne parle pas de ma mère. Je parle comme je veux, a-t-elle répliqué. Tu sais pourquoi ton père m'a choisi ? Parce que je suis tout ce qu'elle n'était pas. Belle, éduquée, propre. J'ai levé la main, peut-être pour frapper, peut-être juste pour me défendre. Pas le temps, elle a été plus rapide. Une cuillère en bois dans sa main, frappe violente sur mon bras. La douleur m'a fait crier. Ne lève plus jamais la main sur moi. Tu entends ? Jamais. Elle s'est approchée, si près que nos visages se touchaient presque. Ta mère est morte. Je suis vivante. J'ai gagné. Accepte-le. La cruauté a escaladé. Maintenant, elle me frappait régulièrement, toujours quand mon père n'était pas là. Toujours à des endroits qui ne laissaient pas de traces visibles. Ventre, dos, cuisses. Elle utilisait tout ce qu'elle trouvait. Cuillère en bois, pantoufles, ceinture. Si tu le dis à ton père, ce sera pire. Il me croira ? Je connaissais déjà la réponse. J'ai quand même essayé. Papa. Claire a levé la cuillère. Regarde mon bras. Il a froncé les sourcils, hésitant. Claire. Joseph. Je suis tombée dans la cuisine. Sol mouillé ? Peu importe. Elle m'avait frappée. Arrête d'inventer des histoires. Excuse-toi auprès de Claire. Mais papa, excuse-toi. Je l'ai fait. La haine brûlait dans ma poitrine. Elle a souri, victorieuse. Septembre, tout s'intensifie. Les coups deviennent plus violents. J'ai compris, souffrir en silence fait moins mal. Plus je criais, plus elle frappait. Alors je me mordais la lèvre, serrais les yeux, supportais. Octobre, nouvelle forme de torture, la nourriture. Elle contrôle ce que je mange. Moins à table, sucreries cachées, placard verrouillé. Tu es grosse, tu dois maigrir. Les hommes n'aiment pas les femmes grosses. Je n'étais pas grosse. Jamais. Mais la nervosité, la tristesse, la faim me faisaient maigrir réellement. Novembre, la terreur psychologique. Elle entre dans ma chambre la nuit, reste debout à côté du lit. Me regarde dormir. Je me réveille en sursaut. Je vérifie juste si tout va bien. Dors, dors. Comment dormir avec cette sorcière qui me surveille ? Décembre, le pire. Veille de Noël. Mon père partit acheter des boissons. Maison décorée, table dressée. Elle a invité ses amies riches, prétentieuses, qui regardaient notre maison avec mépris. Pauvre de toi, Claire, devoir t'occuper de la fille des autres. Oui, et en plus, une fille à problème. Problème. Comment ça ? Agressive, menteuse, elle tient ça de son père. L'homme buvait, battait sa femme. Mensonge. Mon père n'avait jamais bu, n'avait jamais frappé ma mère. Mais moi, idiote, je n'ai pas supporté d'entendre ça. Menteuse. Je me suis précipitée dans le salon, criant. Les femmes ont sursauté. Claire, calmement, sort de son sac une photo. Elle me la montre, puis à ses amis.
C'était ma mère, visage enflé, un œil au beurre noir. Je n'avais jamais vu ça. C'est ta mère après les raclées de ton père. Je l'ai aidée. Nous sommes devenus amis. Mensonge. Tout était mensonge. Mais la photo était réelle. Elle est tombée, j'ai glissé, je me suis cognée contre la porte. Les amies hochent la tête, compatissantes. Elle me regarde avec pitié. Elle la croit. Puis, sans prévenir, le balai. Bois épais, lourd. Le premier coup frappe mon dos. Ne me parle pas comme ça. Je tente de fuir, mais le deuxième coup atteint mes jambes, me fait tomber. Petite ingrate. Les amies restent là, spectatrices, silencieuses. Chaque mot, chaque phrase, un coup. Je te donne un toit, coup. De la nourriture, coup. Sans moi, tu serais à la rue. Le balai craque, frappe encore. La tête. Les étoiles dansent. Le goût du sang dans ma bouche. Claire, ça suffit. Une amie ose enfin protester. Elle s'arrête. Je suis par terre, recroquevillée, saignant, chaque côte en feu, tête pulsante. Le balai cassé à côté. Lève-toi. Va dans ta chambre. Nettoie ce sang avant que ton père ne rentre. Je me traîne, ferme la porte à clé. Mon corps hurle de douleur. Le sang coule, tachant l'oreiller. Mais pire que la douleur physique, l'humiliation. Battu devant des visiteurs. Exposé. Personne pour intervenir. Des heures plus tard, mon père frappe. Thérèse, pourquoi es-tu enfermée là-dedans? Il m'a battue, avec le balai. Silence. Elle dit que tu as essayé de l'agresser, qu'elle a dû se défendre. Mensonge. Thérèse, ça suffit. Demain c'est Noël, un peu de paix dans cette maison. Il est parti, me laissant saignant, souffrante, seule. Mon corps hurle, ma tête bourdonne. Mais pire encore, le cœur. La certitude que j'étais seule, que personne ne me défendrait, qu'elle pouvait me faire ce qu'elle voulait. Le lendemain, Noël. Je descends pour le réveillon. Maquillage épais, vêtements longs, sourire faux. Joyeux Noël, Thérèse, chantonne Claire. Je fais du chapon. Mon plat préféré? Non. Le coq au vin de ma mère. Je me tais. Que pouvais-je faire? Elle est douce, souriante, parfaite. Personne n'imagine qu'hier elle m'a battue avec un balai. Thérèse est calme aujourd'hui, observe mon père. Tu te sens mieux? Demande Claire, toute attention. Hier, c'était une crise, dit-elle. Crise? C'est ainsi qu'elle appelait ses tortures. Je mange chaque bouchée, le goût du sang toujours dans la bouche. Ce Noël-là, j'ai compris, j'étais prisonnière, dans ma propre maison, sous le règne cruel de cette femme qui avait ensorcelé mon père. Personne ne viendrait me sauver. Je devais survivre. Un jour à la fois, un coup à la fois. Jusqu'à, quoi? Je ne savais pas. Mais quelque chose devait changer. Je ne tiendrai pas longtemps. Janvier 1970 commence avec un père complètement transformé. Plus l'homme que j'avais connu. Plus le travailleur honnête, le père attentif, le mari respectueux. Cet homme est mort le jour où ma mère est partie. À sa place est entré un monstre qui s'accordait parfaitement avec Claire. Le premier changement s'est manifesté par l'alcool. Mon père se contentait auparavant d'une petite bière le dimanche, d'un cognac pour son anniversaire. Rien de plus, discret, presque social. Mais après l'arrivée de Claire, il a commencé à boire tous les jours. Il quittait le travail pour filer directement au bistrot. Il revenait tard, vacillant, l'odeur de pastis collée à ses vêtements. « Où étais-tu jusqu'à cette heure ?» demandait Claire, feignant l'inquiétude. « Bistrot, un problème ?» répondait-il avec un sourire forcé. « Bien sûr que non, chérie, un homme a besoin de se détendre. » Elle l'encourageait, achetait des bouteilles de pastis, les gardait au frais dans le frigo. Plus il buvait, plus elle le manipulait facilement. Février a apporté la violence que je redoutais. Mon père, ivre, devenait un homme grossier, agressif, cruel. Ça commençait par des cris. « Thérèse, où est le dîner ?»« Sur la table, papa. Tu mets trop de temps, fainéante, comme ta mère, comme sa mère. » Comment osait-il dire ça? La femme qui avait veillé sur lui pendant 20 ans, supporté ses absences et ses colères, était maintenant une fainéante. Je me taisais. J'avais appris avec Claire que toute réaction ne faisait qu'aggraver la situation. En mars, tout a empiré. Les cris se sont transformés en bousculades. Quand il rentrait ivre, il me bousculait sans faire exprès, me faisait tomber de la chaise, me projetait contre le mur. « Pardon, j'ai pris un coup de trop »,
disait-il. Un coup de trop, voilà comment il nommait maintenant son état d'ébriété. Claire observait, le petit sourire satisfait aux lèvres. Parfois, c'était elle qui le provoquait. Thérèse n'a pas bien lavé la vaisselle encore une fois, lançait-elle. Quoi? Je l'ai frottée jusqu'à ce qu'elle brille. Mais il suffisait d'un mot de sa part pour qu'il explose. Petite paresseuse, tu ne sais rien faire, disait-il en avançant. Claire s'écartait et le laissait faire le sale boulot. Avril a marqué le premier vrai coup. Pas une simple gifle. C'était un dimanche. Il rentrait furieux, ayant perdu de l'argent au jeu. J'ai tout perdu. Tout. Et tu sais de qui c'est la faute? Comment aurait-ce pu être ma faute? Je ne savais même pas qu'il jouait. Depuis ta naissance, tu portes malheur, tu n'as causé que des problèmes. Le poing est arrivé sans prévenir, frappant mon estomac, me pliant en deux. Je me suis effondrée au sol, incapable de respirer. Tais-toi, elle le mérite, fille maudite, a-t-il ajouté, donnant des coups de pied dans mes côtes, 2 fois, la douleur me traversant comme des éclairs. Maintenant, ça suffit, chérie, viens, je vais te préparer un café. Il m'a traînée à la cuisine, me laissant par terre, haletante. Plus tard, quand je suis allée à la salle de bain, crachant du sang, elle est apparue. Tu le provoques, dit-elle. Tu dois apprendre à rester tranquille. Je n'avais rien fait. Et pourtant, mon simple fait d'exister suffisait à provoquer sa colère. Je lui rappelais ma mère, cette femme qu'elle appelait traîtresse. Ma mère n'avait jamais trahi personne. Claire a ri, un rire glacé, cruel. Pourquoi, alors, m'a-t-il choisi? Pourquoi me voulait-il dans son lit? Un dégoût pur m'a envahi. Je suis sortie de la salle de bain avant que mes entrailles ne se retournent et que je vomisse sur son visage. Mike a amplifié la cruauté. La violence est devenue quotidienne. Mon père buvait, Claire provoquait, et moi je recevais les coups. Un cycle infernal qui se répétait sans fin. Thérèse, m'as-tu répondu aujourd'hui? Lançait Joseph. Quoi? Demandai-je, perplexe. J'ai dit de laver la salle de bain. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Mensonge? Non, j'avais réellement terminé, mais cela n'avait aucune importance. Insolente, viens ici, ordonnait-elle. Je fuyais, me cachais, mais la maison était trop petite pour se dissimuler. Il me retrouvait toujours. Et Claire a instauré un nouveau niveau de cruauté. Tous les deux s'y mettaient maintenant, transformant la violence en un jeu malsain. Tu sais ce que ta fille a fait aujourd'hui, Joseph? Demandait-elle. Quoi? Elle a parlé au livreur de gaz, s'est montrée disponible, traînée comme sa mère. Je n'avais même pas vu le livreur. J'étais renfermée dans ma chambre comme à l'accoutumée. Et pourtant, il la croyait. Toujours. Les coups pleuvaient, pieds, poings, gifles. Claire observait, guidait, donnant des conseils. Ne frappe pas au visage, ça va marquer. Dans le dos, c'est mieux. Personne ne verra. Cours de torture, enseignement cruel. Elle montrait, il exécutait. Juillet a été le mois où j'ai frôlé la mort. Mon père est rentré plus ivre que jamais. Claire avait préparé le terrain. J'ai trouvé dans sa chambre une lettre. J'ai reconnu mon écriture, mais pas le contenu. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour pour le fils du boucher, a-t-elle dit. Mensonge. Je n'avais jamais écrit à personne. Comment prouver le contraire? Tu propose déjà? J'ai tenté de me défendre, de nier, mais il n'écoutait pas. Il s'est jeté sur moi comme un taureau, m'a projeté au sol, a commencé à me frapper pieds et poings, ventre, dos, tête. J'ai perdu le compte des coups. Tu l'as tout de suite, hurlait Claire. Il a continué jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me suis réveillée des heures plus tard, vomissant du sang, les côtes fracturées, probablement d'eux. Où t'as introduit la faim comme arme? Ils m'ont privé de nourriture. Réfrigérateur, placard, garde-manger, tout était verrouillé. Grosse comme tu es, tu n'as pas besoin de manger tous les jours, disait Claire. J'avais déjà perdu 15 kilos. Peau et os, mais pour eux, j'étais toujours grosse. Elle a pris du poids comme sa mère, c'est pour ça qu'elle est morte, son cœur n'a pas tenu. Mensonge cruel. Ma mère n'était pas grosse. Elle était forte, en pleine santé jusqu'à ce matin maudit. Septembre a inauguré un autre type de torture. L'isolement total. Ils ont cloué des planches aux fenêtres de ma chambre et verrouillé la porte depuis l'extérieur. Je passais des jours entiers sans voir un rayon de soleil. C'est pour ton bien, expliquait Claire, pour que tu ne t'échappes pas,
pour que tu ne fasses pas de bêtises. M'échapper où? Faire quelle bêtise? Je voulais simplement vivre. Octobre est arrivé avec des menaces directes. Ce n'était plus implicite, c'était explicite. Tu sais ce qui arrive aux filles ingrates? Demandait mon père, un couteau à la main. Elle doit disparaître comme leur mère. Comme leur mère. Ils veulent la voir partir, juste devant eux. Mais que pouvais-je faire face à ça? Un accident, une chute, une maladie soudaine, tant de scénarios sont possibles, soufflait Claire. Novembre a été un mois de pure horreur. Les coups sont devenus plus violents. Ils ont commencé à se servir d'objets, ceintures, fils, bâtons, tout ce qu'ils trouvaient sous la main. Pourquoi ne meurs-tu pas tout de suite? Lançait mon père en frappant. Fais un cadeau à tout le monde. Je me posais la même question. Pourquoi ne cédais-je pas à la mort? Ce serait si simple. Mais quelque chose me retenait en vie. La colère, peut-être. L'obstination. Ou juste un instinct primal de survie. Décembre est arrivé avec son second Noël de cauchemar. Cette fois, il ne faisait même pas semblant de normalité. Ils m'ont laissé enfermé dans ma chambre tandis qu'ils faisaient la fête. Je percevais les rires, la musique, les verres qui s'entrechoquent. La vie continuait sans moi, comme si j'étais déjà une ombre. Claire, la femme qui se disait sauveuse, continuait de régner. J'entendais mon père hurler, croyant se sauver en détruisant ma vie. Puis est venue la nuit du Nouvel An. Ils étaient ivres, célébrant bruyamment dans le salon. Ils ont oublié de verrouiller ma porte. J'ai profité de cette chance, sorti doucement, et je suis allé chercher de l'eau à la cuisine. Depuis des jours, je ne buvais que dans les toilettes pour passer inaperçu. Sur la table, son sac était ouvert. La curiosité a surpassé la peur. J'ai saisi quelques papiers et les ai parcourus rapidement. Des cartes d'identité, plusieurs noms différents, de vieilles photos, des coupures de journaux. Veuve disparaît après la mort suspecte de son mari riche. Mon cœur s'est emballé. J'ai glissé quelques documents dans la poche de ma chemise de nuit. Des preuves? Mais de quoi exactement? Je n'en savais rien. Je sentais seulement que c'était crucial. Qu'est-ce que tu fais là? Mon père à la porte, rouge de colère. Je tenais mon verre d'eau. Tu fouilles dans les affaires de Claire, petite voleuse. Il est venu vers moi, mais cette fois, il y avait autre chose dans ses yeux. Il a serré ma gorge de toutes ses forces, me levant presque en l'air. Autant en finir maintenant. Tout a noirci devant mes yeux. Les poumons en feu. J'allais mourir ici, maintenant. Joseph s'arrête. Claire apparaît soudain. Pas ici, les voisins pourraient t'entendre. Il me relâche. Je tombe, suffocant, toussant. Il m'emmène dans sa chambre. Demain, ils régleront ça. Me tuer, c'est leur plan. Ils me traînent à l'intérieur, verrouillent la porte. Mais j'ai les papiers, les preuves. Je sais qu'il faut que je m'échappe vite ou je périrai. L'horloge sonne minuit. Commence l'année où je pourrai mourir ou enfin être libre. Je reste éveillé toute la nuit, sans un instant de repos. Je prépare ma fuite, réfléchis à l'argent, au chemin à suivre. Au matin, je les entends parler. Ça doit être naturel, dit Claire, comme avec sa mère. Ça traîne trop, je préfère agir vite. Ne sois pas stupide, dit-il. Tu veux finir en prison? Personne ne s'en souciera. Il s'inquiète toujours. Il faut rester prudent. Alors c'était ça. Il décidait comment me supprimer. Peut-être du poison, peut-être un accident simulé. Le désespoir me donne des forces. Je gratte le mur avec mes ongles. Bois ancien, humide. Peut-être que je peux creuser un passage. Heure à creuser, doigt saignant, mais le bois finit par céder. Quand j'ai un trou suffisant, j'atteins le loquet extérieur et l'ouvre doucement. Maison silencieuse. Il est parti au travail, elle dort dans le salon. C'est maintenant ou jamais. Je récupère mes documents cachés. Je sors à pas feutrés, le cœur battant. La porte d'entrée, si proche et pourtant si loin. 3 pas, 2 pas. Où crois-tu aller? Je gèle sur place, me retourne lentement. Claire est réveillée, elle me fixe. Je rentre maintenant, dit-elle. Non. Le mot sort avant que je réfléchisse. Petit mais tranchant. Non, je ne rentre pas. Vous voulez me tuer? Tuez-moi, mais je ne reviens pas. Elle s'avance, mais je suis plus rapide. J'ouvre la porte et je fuis en courant. Reviens ici, Thérèse. Je cours pieds nus, chemise de nuit déchirée, cheveux en désordre.
Je dois sembler folle mais libre. Pour la première fois depuis 2 ans, je suis libre. Je ne sais pas où aller. Personne pour m'aider. Mais n'importe quel endroit vaut mieux que cette maison. N'importe quelle vie vaut mieux que la mort. La voisine, Madame Lepèvre, balaie le trottoir. Elle me voit, choquée. Thérèse, mon Dieu, que t'est-il arrivé? Aidez-moi. Je m'effondre dans ses bras, pleurant, tremblante, vivante pour le moment. Madame Lepèvre m'accueille ce jour de janvier 1971 comme sa propre fille. Elle ferme toutes les portes, prévient son petit-fils que personne ne peut entrer. Elle me donne un bain, des vêtements propres, de la nourriture chaude, tous ces luxes dont j'avais oublié l'existence. Mon Dieu petite, tu n'es plus que peau et blessure. Elle voit chaque marque, ancienne et récente, coupure, bleue, cicatrice. La carte de ma torture gravée sur ma peau. C'est lui, ton père? Je hoche la tête, sans force pour parler. Et cette vipère aussi. Je hoche de nouveau la tête. Je le savais depuis qu'elle a franchi le seuil de cette maison. Une mauvaise intuition m'avait alertée. Ta mère est morte de façon si étrange. Alors je me souviens des documents. Ils sont toujours avec moi, froissés dans la poche de ma chemise de nuit. Madame Lepèvre, j'ai trouvé quelque chose dans son sac. Je lui montre les papiers, carte d'identité falsifiée, coupures de journaux. Elle les examine avec attention, les yeux grands ouverts à chaque découverte. Jésus-Marie, cette femme est une criminelle. Vous croyez qu'elle a tué ma mère, ma fille? Après ce que je vois ici, je ne doute de rien. Nous passons tout l'après-midi à scruter les documents. 3 identités différentes, toutes avec la photo de Claire. Les coupures de journaux relatent des morts suspectes, des veuves disparues, des héritages contestés. Un schéma se dessine clairement. Nous devons aller à la police, décide Madame Lepèvre. Non, ils ne me croiront pas. Mon père viendra me chercher. Il me tuera. Calme-toi, dit-elle. Réfléchissons. D'abord, tu dois être en sécurité. Elle me cache chez elle 3 jours, mais c'est dangereux. Mon père me cherche partout, frappant aux portes, menaçant, faisant des scandales. Nous savons qu'elle est là. Je suis son père, j'ai des droits. La fille est malade, il faut des mensonges, assez convaincants pour que le voisinage mette la pression sur Madame Lepèvre. L'homme est le père, vous devez la rendre. On ne peut pas séparer une famille. Et si elle s'est enfuie, adolescente rebelle? Alors Madame Lepèvre prend une décision risquée. Thérèse, tu ne peux pas rester ici. Mais j'ai une sœur à Marseille, Mireille. Elle pourra t'accueillir, assez loin pour gagner du temps et réfléchir à la suite. La fuite est planifiée à l'aube, quand mon père est ivre et clair d'or. Train de 5 heures, billet acheté sous un faux nom. Mais avant de partir, Madame Lepèvre fait quelque chose de crucial. Je retourne à ta maison pour chercher plus de preuves. C'est dangereux. Ils sont sortis. Je vois ton père au bistrot, elle au marché. J'ai le temps. J'attends, angoissée. 1 demi-heure, 1 heure. Quand elle revient, elle porte un sac. J'ai trouvé Thérèse. J'ai trouvé des choses que tu n'imagines même pas. Une boîte à chaussures cachée dans un double fond de l'armoire. À l'intérieur, le trésor le plus terrible, un cahier de notes, écrit de la main de Claire. La première page est déjà révélatrice. Une liste de noms, de dates, de montants. Jean Dupont. Lyon, 1963. Empoisonnement de Pierre Martin. Bordeaux, 1965. Noyade. 3500. Charles Dubois. Tours, 1968. Overdose. 500 000. Joseph Chrétien. Lyon, 1970. En attente. 7500. Mon père est sur la liste, avec un montant marqué, ai-je murmuré. Elle prévoit de le tuer aussi, a ajouté Madame Lepèvre. Mais en feuilletant le cahier, il y avait encore plus. Nous découvrons des notes sur les méthodes, les doses de poison, les façons de simuler des accidents, falsifier des documents. Et au milieu d'une page, la confession que je cherchais. Chrétien éliminé comme prévu, digitalique dans le café. Joseph croit à une crise cardiaque. Mariage dans 30 jours, transfert des biens dans 6 mois, élimination de J dans 1 an. Chrétien, Marie Chrétien, ma mère, là, noir sur blanc. La confession de l'assassinat. Mon Dieu, murmure Madame Lepèvre. Nous devons protéger ton père aussi. Protéger l'homme qui m'a torturé? Mais elle avait raison. Malgré tout, je ne voulais pas qu'il meure. Pas ainsi. Je prends des photos de tout avec un vieil appareil que Madame Lepèvre possédait.
Preuves, évidences, munitions pour l'avenir. Le voyage vers Marseille est tendu. 6 heures de route, sursautant à chaque arrêt, craignant qu'il n'apparaisse et me ramène. Madame Mireille m'accueille sans poser de questions. Bonne femme, veuve, vivant seule dans une petite maison. Elle me donne une chambre, de la nourriture, la sécurité. Mais je n'arrive pas à me reposer. L'épreuve brûle dans ma conscience. Je dois agir. En mars, l'opportunité se présente. Je lis dans le journal l'ouverture d'un commissariat spécialisé à Paris, consacré aux crimes contre les femmes. Une structure nouvelle, expérimentale. Je décide, je dois y aller. C'est dangereux, m'avertit Mireille. Plus dangereux est de la laisser libre. J'y vais. J'apporte tout, documents, photos, cahiers. La commissaire, Madame Durand, est jeune, sérieuse, différente des policiers brutaux que je connaissais. Elle examine tout minutieusement, pose de nombreuses questions. Elle ne me juge pas, ne doute pas, elle croit. C'est très sérieux. Nous parlons d'assassinat en série. Allez-vous agir? Oui, mais j'ai besoin de plus de témoignages, de preuves médico-légales. Mon père ne témoignera jamais contre elle. Peut-être qu'il n'en aura pas besoin. Avec ce matériel, je peux demander un mandat de perquisition. Qui sait ce que nous découvrirons encore? Je retourne à Marseille avec espoir mais aussi peur. Et si ça échoue? Et si elle s'échappe? Les semaines suivantes sont une agonie, attendant des nouvelles, sursautant aux moindres ombres. Jusqu'à ce que, en mai, Madame Lepèvre appelle Thérèse. Tu ne vas pas le croire, ils l'ont arrêtée. Quoi? Comment? La police a fouillé la maison et trouvé encore plus de preuves. Des documents, des poisons, même des bijoux des victimes précédentes. Un soulagement, mais pas complet. Et mon père, il est en état de choc. Il ne veut pas y croire, mais la police lui montre les preuves, les plans qu'elle avait pour le tuer aussi. Justice. Enfin. Le procès a lieu en août. J'ai été appelée à témoigner. C'était la première fois que je la voyais depuis ma fuite. Claire me regarde avec une haine pure, mais elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Mon père semble détruit, vieilli, brisé. Je raconte tout, abus, torture, menaces. Je montre mes cicatrices. Le procureur utilise mes photos et le cahier comme preuve principale. La sentence tombe, prison à vie, crimes multiples qualifiés, sans droit de recours. Quand elle sort du tribunal, elle passe près de moi. Ce n'est pas fini, murmure-t-elle. Si c'est fini, je réponds. Mon père est acquitté de complicité dans l'assassinat de ma mère, mais condamné pour mauvais traitement et torture, 5 ans. Il meurt 2 ans plus tard, cirrhose, solitude, remords. Je ne vais pas à son enterrement. Je n'ai pas pu pardonner, pas complètement. En septembre, je reçois une lettre de Madame Durand. L'enquête a révélé d'autres victimes de Claire. 7 morts au total. J'ai aidé à arrêter une tueuse en série. Tu as sauvé des vies, Thérèse, probablement celle de ton père aussi. J'ai sauvé, je ne sais pas, mais au moins j'ai rendu justice à ma mère. En octobre, une décision importante. Que faire de ma vie maintenant? Retourner à Lyon? Jamais. Rester à Marseille? Peut-être. C'est Madame Mireille qui suggère, pourquoi ne pas étudier, faire du droit, devenir commissaire comme Madame Durand, défendre les femmes, donner une voix à celles qui n'en ont pas, faire justice. J'aime l'idée. Avec l'argent de la vente de la maison, j'ai tout hérité. Après tout, je peux payer mes études. Mais je me sens vieille. J'ai déjà 22 ans. Vieille? Non. Tu commences ta vie maintenant. Vrai. Ma vraie vie commence là. Libre, forte, déterminée. En novembre, je m'inscris au cours préparatoire. Ce sera difficile. J'avais à peine terminé le lycée, mais j'ai survécu à pire. Les examens d'entrée semblent une broutille comparée à l'enfer que j'ai traversé. Décembre arrive, différent. 3e Noël loin de la maison, mais 1er Noël avec la paix. Madame Mireille prépare un repas simple. Elle invite des voisins, des gens bons et accueillants. Un toast pour Thérèse, que la nouvelle année n'apporte que du bonheur. Je trinque, les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres. Je commence avec espoir. J'étudie comme une folle, rattrapant le temps perdu, construisant mon avenir. Je réussis les examens d'entrée en droit à la faculté de Paris, Sorbonne. Ironique, me retrouver dans la capitale, mais différente, forte. La faculté est un défi et une libération. Chaque cours,
Chaque livre me donne des outils. La connaissance, le pouvoir. Pouvoir pour ne plus jamais être victime. Pouvoir pour aider d'autres victimes. Je décroche mon diplôme en 1976. Je réussis le concours de commissaire en 1978. Je retourne à Marseille, maintenant commissaire Thérèse Chrétien. Je me spécialise dans la violence domestique. Chaque affaire résolue honore la mémoire de ma mère. Chaque femme que je sauve bat clair à nouveau. Je prends ma retraite après 30 ans, des centaines de cas, des milliers de vies changées. Aujourd'hui, à 71 ans, je raconte mon histoire. Non par vanité, mais pour montrer qu'il y a toujours une issue. Que la vérité finit par apparaître. Que la justice existe. Parfois elle tarde, parfois elle fait mal, mais elle vient. Claire meurt en prison en 1985, poignardée par une autre détenue. On dit que c'était une bagarre, mais je sais que c'était une vengeance. Les femmes se protègent entre elles, même derrière les barreaux. Mon père meurt en pensant que je l'ai trahi. Peut-être oui, peut-être non. Je l'ai sauvé alors même qu'il tentait de me tuer. Trahison ou pardon ? Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai survécu. J'ai gagné. J'ai transformé ma douleur en but. Et cela, personne ne peut me l'enlever. La vie a une drôle de façon de tourner. En janvier 1979, je retourne à Lyon comme commissaire Thérèse Chrétien. Plus la petite fille effrayée qui s'était enfuie 8 ans auparavant. Mais une femme diplômée, forte, déterminée à faire la différence. Ma première semaine au commissariat est un test. Les collègues masculins me regardent de travers. Une femme commissaire est encore une nouveauté. Certains essaient de me tester, de me diminuer. Madame la commissaire, cette affaire est trop lourde. Laissez-nous faire. Trop lourde pourquoi ? Parce qu'elle implique de la violence domestique. Silence gêné. C'est exactement pour ça que je vais la prendre. Je sais ce dont ces femmes ont besoin, je le sais vraiment. Chaque cas qui arrive sur mon bureau est comme un miroir du passé. Des femmes blessées, effrayées, sans voix, comme je l'étais un jour. Marie Leclerc est mon premier grand dossier. 35 ans, 3 enfants, battue par son mari depuis 15 ans. Elle arrive au commissariat, le visage défiguré, parlant à peine. Il a dit que si je le dénonçais, il me tuerait. Combien de fois vous l'a-t-il déjà dit ? Chaque fois qu'il me frappe. Et combien de fois vous a-t-il tué ? Elle me regarde, surprise. Personne ne l'avait jamais présenté ainsi. Jamais. Alors la menace n'a pas fonctionné. Vous êtes là, vivante, courageuse. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un l'appelait courageuse. J'ai vu dans ses yeux la même étincelle qui s'était allumée en moi autrefois. L'espoir. J'arrête son mari, j'obtiens le divorce, chose rare à l'époque. Des mesures de protection sont mises en place. Elle et ses enfants sont en sécurité. 6 mois plus tard, elle me cherche. Madame la commissaire, j'ai trouvé un emploi, loué une maison. Les enfants vont à l'école. Je vis, je ne fais pas que survivre, je vis. Des cas comme celui-ci se multiplient. Chaque femme sauvée devient une victoire personnelle. Chaque agresseur arrêté, une vengeance pour ma mère. Chaque enfant protégé, la petite fille que j'étais est sauvée. En 1982, je crée le premier groupe de soutien pour femmes victimes de violences à Marseille. Ça commence petit, 5 femmes se réunissent dans une petite salle à l'arrière du commissariat. 1 an plus tard, elles sont 50. 5 ans plus tard, 300. Comment avez-vous fait pour surmonter ça, me demande-t-on souvent. Je n'ai pas surmonté, j'ai transformé. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut devenir une force. Je montre comment, éducation, travail, indépendance, réseau de soutien, outils pratiques pour reconstruire des vies. En 1985, la nouvelle tombe, Claire morte en prison, poignardée sous la douche. Je ne ressens rien, ni joie ni tristesse. Vide. Justice divine, karma, coïncidence, peu importe. Elle ne peut plus blesser personne. C'est aussi à cette époque que je rencontre Robert, nouveau procureur en ville. Spécialisé dans les crimes contre les femmes, collègue devenu ami, puis quelque chose de plus. Thérèse, tu es la femme la plus forte que je connaisse. La force n'est pas un choix, c'est une nécessité. Beaucoup traversent ce que tu as vécu et se brisent. Toi, tu t'es reconstruite et tu reconstruis les autres. Je me marie quelques années plus tard, selon les standards de l'époque, mais au bon moment pour moi. Robert comprend mon passé, respecte mes cicatrices, soutient ma mission.
Nous avons 2 enfants, Marie en 1987, Pierre en 1989. Je les élève avec amour mais sans possession, protection mais sans prison, discipline mais sans violence. Maman, pourquoi pleures-tu quand tu vois ces femmes battues au commissariat? Parce que j'en ai été une, ma fille. Mais maintenant, je les aide. Oui, c'est pour ça que nous devenons fortes, pour aider ceux qui sont encore faibles. Les années passent en un éclair. Des cas résolus, des vies sauvées, des familles reconstruites. En 1995, je suis promue commissaire en chef, première femme à ce poste à Marseille. Je change des politiques, crée des protocoles, forme des équipes. La violence domestique cesse d'être vue comme une simple dispute conjugale pour devenir un crime grave. La loi existait à peine, mais nous faisons le maximum avec ce que nous avons. En 2000, je reçois un hommage de la mairie, femme qui fait la différence. Je regarde la plaque et pense à ma mère. C'est elle qui faisait la différence, avec ses repas, son affection, sa présence. Je ne faisais que poursuivre son héritage, à ma manière. Je prends ma retraite en 2009, 30 ans de police, des milliers de dossiers, d'innombrables vies transformées. Mais je ne m'arrête pas. Je deviens bénévole. Conférences, consultations, orientations. Grand-mère, pourquoi travailles-tu encore? Tu es déjà à la retraite. Parce que tant qu'il y a des femmes qui souffrent, il reste du travail à faire. Mes petits-enfants, 5 au total. Marie m'en a donné 3, Pierre 2. Des enfants libres, heureux, en sécurité, qui ne connaissent pas la peur que j'ai connue. Qui trouvent normal qu'une femme soit forte, indépendante, respectée. En 2015, je perds Robert. Cancer fulgurant, une douleur différente de l'ancienne. Celle-ci est de perte, pas de violence. Je pleure comme je n'ai pas pleuré depuis des décennies. Mais cette fois, j'ai un réseau de soutien, famille, amis, et les centaines de femmes que j'ai aidées et qui maintenant m'aident. Madame Thérèse a sauvé ma vie. C'est à notre tour de prendre soin d'elle. 2020 apporte la pandémie. Isolement, mais aussi technologie. Je commence à enregistrer des vidéos, raconter des histoires, conseiller en ligne. Je découvre que je peux toucher encore plus de monde ainsi. Et nous voici en 2024. Moi, 74 ans, cheveux blancs, rides de quelqu'un qui a beaucoup vécu, mais les yeux toujours vifs, la voix toujours forte, la mission toujours claire. Aujourd'hui, en racontant cette histoire pour YouTube, je ne cherche ni célébrité, ni pitié. Je cherche à atteindre vous qui regardez, vous qui traversez le même enfer que j'ai traversé. Vous qui pensez qu'il n'y a pas d'issue, que vous êtes seul, que vous allez mourir dans cette situation. Non. Vous ne mourrez pas, pas si vous ne le permettez pas. L'issue existe. Parfois c'est une porte, parfois une fenêtre, parfois un trou dans le mur que vous devez creuser vous-même. Mais elle existe. La force, vous l'avez déjà. Vous avez survécu jusqu'ici. Non, c'est déjà de la force. Vous devez juste apprendre à la diriger. Le soutien, vous le trouverez, même si ce n'est qu'une voisine courageuse comme Madame Lefebvre, ou quelqu'un dans un commissariat qui vous croit, ou un groupe de femmes qui connaît la vie après. Regardez-moi. 74 ans, 2 enfants, 5 petits-enfants, une carrière, un héritage. La petite fille qui recevait des coups chaque jour est devenue la femme qui en sauvait d'autres. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Je ne vais pas mentir. C'est difficile. Ça fait mal. Ça prend du temps. Il y a des rechutes, de la peur, des nuits blanches. Mais chaque pas hors de l'enfer en vaut la peine. Chaque jour de liberté est une victoire. Ma mère est morte sans voir la justice, mais elle l'a vue à travers moi. Chaque femme que j'ai sauvée était un baiser sur son visage. Chaque enfant que j'ai protégé, une étreinte que je n'ai pas pu lui donner. Claire a régné pendant 2 ans. J'ai gagné pendant 5 ans, et je continue à gagner. Mon père est mort en pensant qu'il était victime. Peut-être l'était-il, de sa propre masculinité toxique, mais il a choisi d'être aussi un bourreau. Nous avons toujours le choix, même quand il semble que non. Aujourd'hui, je choisis de partager, d'inspirer, de motiver. Je veux montrer qu'on peut transformer le traumatisme en but, la douleur en carburant, les cicatrices en médailles. Vous qui regardez, votre heure viendra. L'heure de dire non, de demander de l'aide, de partir, de recommencer. Et quand elle viendra, saisissez-la fermement. Parce que vous méritez de vivre. Pas seulement survivre. Vivre, rire, aimer, rêver, réaliser. Votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
Vos ancêtres ont déjà souffert en silence. Vous pouvez briser le cycle. Vous pouvez être la première de votre lignée à dire « assez ». Et si vous ne traversez pas cela, mais connaissez quelqu'un qui le fait, soyez sa Madame Lefebvre. Croyez, soutenez, aidez. Parfois, un petit geste sauve une vie. Maintenant, mes petits-enfants virtuels, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, Mémoire de grand-mère. Mettez un like pour aider plus de femmes à trouver cette vidéo. Commentez d'où vous regardez. J'adore savoir que j'ai atteint toute la France. Je termine avec ceci, vous n'êtes pas seul. Jamais. Ça peut sembler ainsi, ça peut se sentir ainsi, mais ce n'est pas le cas. Il y a des millions comme vous, comme moi, survivantes, guerrières, victorieuses. La différence entre victime et victorieuse n'est qu'une décision. La décision de ne plus accepter, de chercher de l'aide, de croire que vous méritez mieux. Et vous le méritez. Croyez-le, avec l'amour d'une grand-mère qui a beaucoup souffert mais qui a riposté à la vie. Thérèse Chrétien, 74 ans, retraitée, bénévole, mère, grand-mère, et surtout survivante, victorieuse. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter d'où vous regardez. Bisous lumineux.